Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Pouvez-vous lever la main si vous m'écoutez, s'il vous plaît, pour être sûr que mon micro est bien en place. Ok, super. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire Jeunesse Digitale. Nous allons attendre encore quelques participants. Nous allons laisser le temps à quelques participants de se connecter. Et nous allons commencer à 16h10, Afrique centrale. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Nous laissons encore quelques minutes à d'autres personnes de nous rejoindre pour pouvoir faire ce webinaire en toute tranquillité. Nous allons commencer la session à 16h10, Afrique centrale.
Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Un signe de la main, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors, je suis Gloria et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire de ST Digital. Vous êtes très nombreux, c'est parfait. Alors, petite consigne avant de plonger dans le vif du sujet. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat tout au long de la présentation et on se fera un plaisir de revenir à la session questions-réponses. Alors, avant de commencer avec notre intervenant, permettez-moi de dire quelques mots sur l'organisateur de cette session qui est ST Digital. Alors, ST Digital, c'est un groupe panafricain de transformation numérique de référence en Afrique centrale et de l'Ouest. Nous sommes présents dans 7 pays, notamment le Cameroun, le Gabon, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Congo, RDC. Notre mission, elle est très simple: accompagner les entreprises africaines avec des solutions digitales, souveraines, sécurisées et qui restent sur le continent. Donc, ce webinaire, c'est en quelque sorte l'ADN de ST Digital: partager l'expertise et donner aux décideurs africains des clés pour reprendre le contrôle de leur avenir numérique. C'est précisément dans cet esprit que nous abordons aujourd'hui ce sujet très brûlant pour tout DSI ou RSSI, tout directeur général en Afrique. Le thème de ce webinaire est Cloud souverain et conformité. Comment reprendre le contrôle de ces données critiques? Réglementation CMA, EMOA, localisation des données, choix d'un prestataire clé, cloud, maîtrisé en 1 heure. Notre expert va vous donner des réponses concrètes et actionnables. Alors, pour nous guider sur ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'un de nos collaborateurs, M. Joël Épée, qui va nous entretenir pendant plus de 40 minutes, je crois. Donc, Monsieur Joël, la parole est à vous. Allô, bonsoir. J'espère que vous m'entendez, je ne sais pas. Si vous pouvez tousser. OK, je crois qu'on a levé la main, donc on m'entend. Bonsoir à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire consacré au cloud souverain et à la conformité. Un thème simple, mais hyper stratégique par les temps qui courent, qui est comment reprendre le contrôle de ces données critiques dans les différentes zones de couverture de ST Digital. ST Digital, entreprise de services numériques panafricains, est présent dans plus de 7 pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou du Centre. Nous couvrons le Mali, le Burkina, la Guinée à partir de la Côte d'Ivoire, le Niger à partir du Togo, ainsi que le Bénin pour l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, les 2 Congos et le Gabon, pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Donc, je suis Joël Lépée, Chief Delivery Officer. Je m'occupe de toute la partie technique du delivery du groupe ST Digital. Donc, nous allons essayer d'échanger sur comment reprendre le contrôle de ces données, pas seulement critiques, mais de ces données de manière globale et d'un point de vue non seulement gouvernance, mais aussi technique. Donc, le premier point, c'est de comprendre où sont stockées ces données. Si nous le savons, tant mieux. Est-ce qu'elles sont cartographiées? Est-ce qu'elles sont en sécurité? Est-ce qu'elles sont disponibles? Ça, c'est intéressant aussi. Donc, nous allons parler localisation, conformité, sécurité, disponibilité, mais surtout capacité de preuve. Parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu n'est plus seulement de savoir où l'on héberge ces données, mais de pouvoir démontrer à tout moment qu'elles sont maîtrisées. Parce qu'il y a des régulateurs, il y a l'État, il y a la justice, il y a les gens qui demandent à venir voir
Donc, l'objectif de cette session est de donner une grille de lecture claire, des points de vigilance concrets et une trajectoire opérationnelle pour passer, comme je l'ai dit, du risque à l'action. Pour cela, l'agenda qui va nous guider, nous allons avancer en 6 temps. D'abord, nous poserons le cadre réglementaire et les enjeux communs, CEMAC ou à l'UMOA. Ensuite, nous verrons pourquoi ce sujet n'est pas uniquement technique, mais relève bien du comité de direction et de la gouvernance d'entreprise au plus haut niveau. Nous parlerons ensuite des 3 piliers de preuve, parce que je vous rappelle, il y a les régulateurs qui viennent et qui demandent des choses. Donc, les preuves de localisation, preuves de sécurité, donc les audits qu'on vous demande selon les secteurs, et les preuves de disponibilité. Nous verrons aussi quelques erreurs qui émanent de nos retours d'expérience de ces différents projets d'accompagnement de nos clients que vous êtes. Et nous terminerons par une méthodologie qui est une remontée terrain de l'expérience que nous avons de nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je pense qu'à la fin de ma présentation, vous pourrez soit ouvrir le micro, soit je répondrai aux questions que vous aurez mises dans le chat. Donc, la question centrale de cet échange cet après-midi est celle-ci. Sommes-nous capables de prouver à tout moment que nos données critiques sont localisées, protégées, disponibles et maîtrisées? En fait, pendant longtemps, la question principale était où allons-nous héberger? Très souvent dans une salle serveur, très souvent dans un data center à l'étranger, très souvent dans le cloud. Donc, la question est qui était où allons-nous héberger, chez quel prestataire, à quel prix? Ça, c'est la question la plus importante à chaque fois, la question du prix, mais aussi avec quelle capacité. Mais aujourd'hui, et de plus en plus dans nos écosystèmes et de nos environnements dans lesquels nous évoluons, que ce soit en zone CEMAC ou en zone UMOA, la question a changé. Parce qu'il y a des régulateurs, que ce soit les régulateurs bancaires, que ce soit les régulateurs d'assurance, que ce soit les régulateurs d'électricité, que ce soit les régulateurs qui protègent les données personnelles, mais aussi les normes de vous, les clients, les partenaires, les directions générales ne demandent plus seulement une solution technique, c'est-à-dire acheter un serveur pour héberger des données. On demande aussi des preuves. Parce que quand le régulateur bancaire arrive et dit « je veux voir les données des transactions, sur quels serveurs sont-elles stockées ?» Quand il demande « est-ce que vous avez fait les tests d'intrusion réglementaire, c'est-à-dire 2 fois par an, pour savoir qu'il n'y a pas eu de perte de données ?» Ça, il demande des preuves. Ce sont des preuves de localisation, ce sont des preuves de sécurité, ce sont des preuves de disponibilité. Comme je vous ai dit, le tritypique tout à l'heure, mais on peut y ajouter aussi les preuves de conformité contractuelle, c'est-à-dire vos contrats. Vous faites héberger des données, quels sont les contrats que vous avez avec vos prestataires, et dans ces contrats, quelles sont les preuves de réversibilité. C'est-à-dire que si vous hébergez quelque part, en combien de temps est-ce que vous pouvez ramener ces données chez vous ou dans une localisation précise, comme le demande un régulateur ou l'État. Donc, aujourd'hui, une organisation conforme n'est pas seulement une organisation qui affirme qu'elle est conforme, c'est-à-dire que oui, je suis conforme, je peux présenter des choses, mais c'est une organisation qui est capable de produire des preuves. En gros, on dit que c'est une organisation qui est auditable parce qu'elle met à disposition des documents, des contrats, des journaux, des logs, des audits, des certificats, des procédures opposables. Si vous êtes dans la banque, je ne sais pas s'il y en a parmi nos clients qui sont connectés aujourd'hui, s'il y a des clients bancaires,
ou des clients dans l'assurance ou l'énergie, qui sont des organismes pour la plupart de nos pays de couverture vitaux, donc qui sont soumis en fonction, selon les différentes lois et organisations, à des preuves, à la production des preuves, mais aussi surtout aux réglementations de nos différents pays. Donc, c'est cette capacité de preuve qui distingue une organisation maîtrisée d'une organisation exposée. Parce que, pourquoi exposée? Parce que il y a des risques techniques, fuite de données, ainsi de suite, mais il y a des risques financiers, parce que les régulateurs peuvent vous pénaliser, vous mettre une sanction, mais il y a aussi des risques réglementaires, parce que si vous ne respectez pas une réglementation, une loi, une circulaire, il y a des risques qu'on vous retire les agréments d'exploitation ou d'opérationnalisation. Donc, du coup, quand on parle de la CEMAC ou de l'UEMOA, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. La première serait de croire qu'il existe un seul cadre uniforme applicable partout. Ce n'est pas le cas, bien évidemment. On est tous d'accord dessus, parce qu'en réalité, les cadres de protection des données personnelles, par exemple, restent largement nationaux, même s'ils sont inspirés de la référence qui est la référence européenne, notamment française, qui est le Règlement général de protection des données personnelles, le RGPD. D'accord? Mais la plupart de nos pays ont customisé, si je peux le dire ainsi, en mettant chacun ses textes, en mettant chacun ses autorités, en mettant en place ses procédures et parfois des exigences particulières. Donc, le deuxième point d'attention, c'est de croire que les enjeux sont totalement différents d'un pays à l'autre. En fait, pas tant que ça, parce que les attentes convergent fortement autour de quelques principes. Et ça, c'est des principes qui, j'ai envie de dire, qui deviennent universels. Le premier principe, c'est la protection des données. Ça, il y a partout, dans tous nos pays. Le second principe, c'est l'encadrement des transferts. C'est la maîtrise des accès. Qui a accès aux données? Pour en faire quoi? A-t-il le droit? C'est la notion d'habilitation, en fait, de manière globale. Le quatrième, c'est la documentation de la conformité. En gros, ça nous permet d'avoir des preuves, de produire des preuves, d'être auditable. D'accord? Et le dernier principe immuable, c'est la garantie de continuité d'activité. En fait, tout le sujet tourne autour de ce dernier principe qui est la garantie de continuité d'activité. Donc, quand le régulateur vous demande d'avoir un plan de continuité ou un plan de reprise d'activité validé, signé, testé, c'est pour ça. Quand un régulateur vous demande de faire des audits de manière régulière de sécurité et de lui en apporter des preuves, c'est pour cela. D'accord? En zone CEMAC, par exemple, les entreprises, les établissements financiers sont soumis à un certain nombre de lois et de réglementations autour de la commission bancaire de l'Afrique centrale, mais aussi autour de la Banque centrale. Il y a par exemple la loi sur la protection des données, la loi sur la localisation des données de transactions bancaires, il y a la loi sur l'hébergement et le backup d'avoir 2 sites à minima auditables, présentables, qu'ils peuvent visiter, c'est-à-dire vous avez un site principal qui peut être le vôtre ou un data center, et vous devez montrer la preuve d'avoir une infrastructure de réplication ou de backup à 200 km de votre site principal. Ça, c'est pour la zone BEAC. On a les mêmes choses, du moins, plus ou moins en zone UMOA, où on retrouve la commission bancaire de l'UMOA sous l'écosystème de la BCAO. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux zones, il y a une autre norme, du moins un autre règlement ou code, qui est celui de l'OADA. L'OADA qui constitue
le socle commun de comptabilité, de reporting et de gouvernance documentaire. Donc, il y a des normes qui remontent au niveau OHADA et qui sont applicables supranational dès l'instant où le pays a signé ou alors a intégré le régime OHADA, qui est presque intégrable et intégré partout, pardon, dans tous nos pays. Donc, on peut donc résumer par pays, on peut donc raisonner, pardon, par pays, on peut raisonner par secteur d'activité, on peut raisonner par nature des données. Et là, la cartographie des données est très intéressante. Il est important de la voir. Aujourd'hui, les lois et réglementations se recoupent, que ce soit la banque, les assurances ou les opérateurs télécoms, par exemple, et même les fintechs. Parce qu'in fine, on ne sait plus qui fait quoi. Un peu les opérateurs télécoms qui font la banque qui fait un peu les téléphones, ainsi de suite. D'accord? Mais en fonction du secteur, que ce soit une banque, une assurance, un opérateur télécom, une administration, une entreprise industrielle, notamment dans le secteur des utilities, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, l'énergie, il y a des niveaux d'exigence qui sont attendus. Mais tous ces secteurs-là ont des obligations de localisation et de sécurité de leurs données. Donc, il est clair ici que la conformité ne se présume pas, elle se cartographie. Il faut savoir ce qui est attendu de vous, de votre secteur d'activité. Il y a un certain nombre, par exemple, il y a sur le Cameroun la loi numéro 2024/017 qui est applicable depuis 2024. Il y a eu un temps de mise en conformité qui a été accordé, mais d'ici 19 jours, ce ne sera plus le cas. Disons 20 jours. Parce qu'à partir du 26 juin, le régulateur ou les régulateurs assermentés par l'État pour ces sujets vont commencer à sanctionner tous ceux qui ne sont pas conformes avec l'esprit de la loi. Ce qui nous amène à parler du rapatriement des données, si on peut dire ça comme ça, et du cloud souverain, en fait, de tout ce qui est souveraineté numérique et même résilience numérique, qui a un rapport avec le cloud souverain comme choix d'hébergement. Dans ce cas, aujourd'hui, le choix de l'hébergement ou de la localisation de cette donnée n'est plus un sujet critique pour la DSI. Le sujet est remonté d'un cran au niveau de la direction générale. C'est une décision de gouvernance qui doit sortir du comité de direction. Vous me direz pourquoi? Tout simplement parce que le sujet touche directement à la réputation de l'entreprise, à la confiance des clients, à la conformité réglementaire, les sujets de risque, les sujets de sécurité. Le premier patron de la sécurité d'une organisation, ce sont plus élevé, c'est son PDG, c'est son ADG, c'est son directeur général. Donc, c'est des sujets qui touchent à la continuité d'activité et aux maîtrises des coûts. Si ce n'est pas au DSI d'assurer seul la charge de la continuité d'activité, même s'il en est l'exécutant. D'accord? C'est un sujet qui touche à la gouvernance des données. Beaucoup d'organisations ont découvert, par exemple, au moment de faire un inventaire, qu'elles avaient des applications en SaaS. C'est tout ce qui est Shadow IT. Les gens qui utilisent des petits systèmes cachés. À l'époque, on avait ça, chacun avait son petit serveur, vous avez une petite base Access, vous avez mis une application dessus, vous faites tourner des macros, ainsi de suite. C'était un Shadow IT certain. Aujourd'hui, il est sorti de sous la table du bureau pour se mettre quelque part dans le cloud et parce que ça marche bien, parce que l'expérience client est meilleure sur ces SaaS, on l'utilise, mais on ne dit pas la DSI et on n'a rien déclaré. Après, on oublie des archives. On a des bases de données qui sont hébergées hors périmètre, contrôlées, maîtrisées, encadrées. On a des contrats qui ne précisent pas clairement où sont les données. On ne gère pas la réversibilité. Le marketing fait des choses, le juridique fait des choses, la DSI n'est pas au courant.
Tout ça, c'est le nouvel Shadow IT. Et le Shadow IT n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème qui est un risque. C'est un risque de gouvernance. Et il faut cartographier tout cela. Et la partie résilience et souveraineté est là pour nous rappeler comment le faire. D'accord? Et le rôle de la DSI est d'exécuter le plan décidé par le comité de direction qui arbitre, qui donne des moyens, donc qui finance, qui décide du niveau de risque acceptable en termes de réputation, en termes de coûts, mais surtout en termes d'exécution. Donc, c'est hyper important de l'avoir en tête, de savoir qu'il faut cartographier, mais surtout, le cloud souverain n'est pas un sujet technique. La technique exécute, mais la technique ne garde pas seule ce sujet et va chercher du sponsoring. Donc, du coup, il faut reprendre le contrôle de cette donnée critique et il faut pouvoir démontrer trois choses. La première, c'est la localisation. Mes données sont hébergées chez moi. Vous me direz, bon, quand c'est la localisation, je mets ça chez moi dans mon data center. Ouais, mais sauf que la CET va couper le courant, la CIE ne va pas donner le bon courant, Eneo va envoyer une mauvaise tension, la SEG n'a pas de courant. Bref, on a beaucoup de problèmes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on externalise une partie de cet hébergement, très souvent dans le périmètre. La plupart des réglementations qu'on a vues dans le cadre réglementaire au début permettent d'héberger dans les zones économiques. Donc, il y a la zone CEMAC, il y a la zone UEMOA. On peut élargir CDAO ou réduire, je ne sais plus qui est plus grand que qui, mais en tout cas, on parle en fonction des zones. Donc, très souvent, la Banque centrale, c'est UEMOA et la BEAC sur la partie Afrique centrale. Les trois piliers de preuve, si le régulateur, si l'État, si le client, parce qu'il y a des clients qui demandent aussi, où sont hébergées vos données? Vous vendez un service, ils vont vous dire, OK, où sont hébergées vos données? Les preuves, c'est la localisation, la sécurité et la disponibilité. Première chose, dans la localisation, c'est où sont les données? Dans quel pays? Dans quel data center? On peut aller jusque-là. Quel est le droit applicable? Parce qu'il y a la notion d'exterritorialité qui vient du Cloud Act, qui est applicable sur la terre entière, qui pose beaucoup de problèmes et qui est à l'origine, pour une grosse part, des notions de souveraineté sur la prise de contrôle des données qu'on maîtrise. Quelles sont les clauses de réversibilité? Et surtout, attention, on voit encore beaucoup de nos clients qui ont ce souci, c'est que la localisation ne doit pas être déclarative. Elle doit être prouvée. Vous pouvez demander des certificats. Vous pouvez demander et faire signer des contrats. Vous pouvez avoir des engagements opposables. Des clients que je connais dans notre périmètre de couverture, que ce soit en UMO ou en CEMAC, qui étaient hébergés chez OVH au moment où OVH a perdu un de ses data centers, mais qui n'avaient pas un contrat de support, entre guillemets, backup avec OVH. Mais OVH leur a opposé le cas de force majeure. Il n'y avait aucun engagement autre tacite de celui de mettre à disposition la VM, le VPS, la machine, tout a brûlé, vous n'avez plus de données. Sans contrat, sans engagement opposable, vous ne pouvez pas vous retourner contre l'hébergeur. Deuxièmement, la sécurité des données. Les notions de chiffrement. Il faut savoir que la sécurité, c'est un accord de tiers partie. L'hébergeur met un niveau de sécurité qui tend vers la disponibilité. Je vous assure que vos données hébergées chez moi sont là, protégées de ce que je connais du niveau de protection que je peux vous offrir en tant qu'hébergeur. Mais il y a aussi vous-même. Est-ce que vous avez mis en place les contrôles d'accès? Est-ce que vous avez mis en place la journalisation? Est-ce que vous avez mis en place des audits?
la sécurité ne doit pas reposer seulement sur l'hébergeur, elle vient aussi du client, elle vient aussi de la régulation, parce que les régulateurs, pour la plupart, dans le secteur bancaire, finance, demandent un certain niveau d'exigence en termes de sécurité. Par exemple, les hébergeurs de données financières, on demande partout d'avoir du PCI DSS. On demande partout d'avoir du 27001. On demande d'avoir partout du cryptage par défaut, même des données en transit ou au repos. C'est des sujets que vous devez regarder. La troisième chose, c'est la disponibilité. Et là, c'est aussi comme la sécurité, accord de tiers parties. Quels sont les SLA que nous avons? Et derrière vous, vous mettez vos OLA. Quel est le RTO? Quel est le RPO? Est-ce qu'il y a un PCA? Est-ce qu'il est documenté? Est-ce que l'hébergeur est embarqué dans le PCA ou pas? Est-ce que nous avons déjà testé? Il faut le tester au moins une fois par an. La sauvegarde, est-ce que les sauvegardes, par exemple, ont été testées? Donc, ces trois éléments, ces trois piliers de preuve, de localisation, sécurité, disponibilité, constituent la base essentielle de preuve. Quel que soit, si vous avez toute la documentation en rapport avec ces piliers, quel que soit le régulateur qui va arriver, il ne va pas vous sanctionner. D'accord? Vous répondrez simplement à la question, en cas de contrôle, d'incident, de crise, sommes-nous capables de démontrer la maîtrise que nous avons de nos données et de nos infrastructures? Bien évidemment, les preuves opposables, on les fait avec le prestataire qu'on a choisi pour l'hébergement, parce que tout le monde ne peut pas avoir les moyens de déployer l'infrastructure qui permet d'apporter la preuve optimale auprès des régulateurs. Du coup, on choisit un prestataire, on choisit un hébergeur, et ce n'est pas seulement une affaire de prix. C'est une affaire qu'il faut éviter un certain nombre d'inconvénients potentiels. Le premier piège, c'est la localisation, mais qui ne peuvent pas prouver ce qu'ils déclarent. Donc, quand on affirme que les données sont locales en Afrique, il faut apporter la preuve précise. Pour cela, il y a des régulateurs, notamment dans le secteur bancaire, qui exigent des certificats de localisation signés par vous parce que vous avez attesté, ayant vu vos données là où elles disent être. C'est normal, c'est vous qui avez choisi le prestataire. Le second piège, c'est l'incouverture, la non-couverture, pardon, territoriale, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un est présent en Afrique centrale qu'il est présent en Afrique de l'Ouest et vice-versa. Les groupes multi-pays doivent prendre des acteurs qui couvrent tous les pays, des acteurs qui couvrent leur présence territoriale ou qui s'alignent à leur approche. C'est pour ça que nous, panafricains, on essaye d'apporter une offre globale dans notre zone de couverture qui couvre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il est très important, parce qu'il y a les PCA, il y a les audits de sécurité, il y a des sauvegardes qui sont demandées, il faut tester. Il faut toujours tester. Ce n'est pas au moment où il y aura la crise que vous allez tester la sauvegarde et que lorsque vous allez restaurer, elle ne monte pas. Très important. Très important aussi, le bon partenaire n'est pas celui qui affiche le meilleur prix. Le bon partenaire, c'est celui qui réduit le risque. Le bon partenaire, c'est celui qui vous apporte les documents de preuve. Ce n'est pas une affaire de prix. Ce n'est pas parce que quelqu'un est 10% moins cher que l'autre, mais s'il vous donne, comment je pourrais dire ça, euh, une localisation déclarée, mais qui n'est pas réelle. Ben oui, c'est normal. De toute façon, on sait que l'électricité coûte cher en Afrique. Ouais, en Afrique francophone. Je ne sais plus très bien sur l'Afrique anglophone, mais en Afrique francophone, l'électricité coûte cher dans tout le pays. L'électricité est un monopole.
dans tous nos pays. Donc, les prix sont, même s'ils sont capés, ils sont contrôlés, mais ils coûtent toujours cher et ne nous permettent pas de nous aligner sur les acteurs, les hyperscalers, les acteurs internationaux, et ainsi de suite. Mais vous allez dire que vous êtes chez un hyperscaler, essayez d'avoir un certificat de localisation chez un hyperscaler et puis vous revenez me voir, on en parle. Vous voyez? Donc, très important, l'idée, c'est pour ça que c'est un sujet managérial au niveau comité de direction, c'est de réduire le risque et de documenter la preuve au moment où le régulateur va arriver, où l'État va arriver en contrôle. Vous pourrez opposer des éléments auditables. Et c'est pour ça que chez ST Digital, nous avons travaillé, nous, sur le rapatriement des données, et ça nous a permis de structurer une reprise en contrôle des données, comment ramener les données. On a une méthodologie en 90 jours sur comment décider déjà, tester, architecturer, stabiliser et puis ramener toutes les données critiques. Je précise bien critiques parce que les données doivent être cartographiées. Critiques, très critiques, moins critiques, simples, par exemple. D'accord? Et ainsi que les flux. Donc, du coup, on a une méthodologie qui nous permet en 3 mois de vous mettre en conformité et de réduire le risque pour tout ce qui concerne la localisation et la sécurité des données. Donc la première phase, préparation, c'est la phase la plus importante, vraiment. C'est 70% de réussite des projets de rapatriement de données. C'est la phase dans laquelle on fait de la cartographie des données, la cartographie des flux, la cartographie et l'identification des risques, l'analyse de conformité en faisant un tableau en 2 entrées. Que dit la loi? Qu'est-ce que je fais? L'inventaire complet. C'est cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on passe le plus de temps possible, c'est 70% de réussite. La seconde partie, c'est la partie sélection, architecture et test. Pardon. On définit l'architecture cible. Je rapatrie mes données qui sont chez AWS, Azure, OVH, Iliad, je ne sais pas d'où d'autres, tel autre Etzner, ainsi de suite, et je vais les mettre dans un data center de ST Digital. Quelle est l'architecture que je dois déployer en local? Quel en est le dimensionnement? Je fais des tests de performance, je fais des tests de backup et de restauration. Comment je gère la haute disponibilité éventuelle? Quels sont les scénarios de cutover et de bascule? C'est cette partie-là, sélection et déploiement, sur laquelle on travaille beaucoup. Mais 70%, c'est vraiment la préparation. Et enfin, il y a la troisième partie qui est la migration, donc le rapatriement des données, la mise en service, la migration, et on surveille, on documente, on fait le transfert de compétences, on prend la main, on apporte le support et l'accompagnement. Bien évidemment, les problèmes de migration ne viennent presque jamais au jour de la bascule. Ils viennent généralement de ce qui n'a pas été vu, pas testé et pas documenté en amont. Il y a un gros travail de préparation. Et dans ce travail de préparation, il y a des labos. Dans ce travail de préparation, il y a des POC. Dans ce travail de préparation, il y a des tests de restauration. Il y a des exports, il y a de la sauvegarde. Bref, il y a du travail technique qui est fait et qui permet euh, d'avoir un rapatriement, on va dire, tranquille. Parce qu'on aura stressé, on aura transpiré dans la phase de préparation, c'est-à-dire la phase 1 et une partie de la phase 2. Du coup, on en a fait des migrations, beaucoup déjà, quelques-unes d'intéressantes. Les retours d'expérience, pour dire que le sujet n'est pas théorique, je parle parler, c'est des choses que mes équipes et moi avons supervisées ces derniers mois, par exemple. Sur la messagerie bancaire, nous avons accompagné une migration de plus de 450 utilisateurs avec une continuité de service maintenue, une intégrité des données, des mails, des pièces jointes sans que le client ne se rende compte. Les clients finaux, en termes d'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui était extraordinaire.
on a migré 450, c'est environ 120 gigas de données en termes de boîtes aux lettres, des pièces jointes, et qu'on a tout ramené d'un opérateur à l'étranger vers un site localisé la, dans nos régions de couverture. Sous tout un autre plan, c'est des données de supervision où on a ramené, on a essayé de diviser la latence par 20 sur un client utilities ou qui ne tolère quasiment pas d'interruption de service. Donc là aussi, on a essayé de faire au mieux. En fait, qui montre que la technologie seule ne suffit pas. Que je vous ai dit, il y a beaucoup de préparation. La réussite ici repose essentiellement sur la préparation, la répétition des procédures, les tests, le monitoring, l'amélioration continue, la capacité à revenir en arrière si nécessaire. Du coup, ça nous amène sur 3 principes de réussite de ce genre de projet pour ramener les données. Le premier, c'est bien évidemment, comme je le répète, c'est la préparation. Le second, c'est les tests. En gros, vous êtes un athlète de haut niveau et pour être prêt le jour du match ou de la compétition, il faut vous préparer. Il faut faire des matchs amicaux. D'accord? C'est ça les tests. Et vous serez prêt le jour du match. D'accord? Donc, je pense que voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et là, je voulais vous proposer un autodiagnostic. Donc, je vais vous laisser 1 minute. Vous allez lire. Il y a 7 questions. Dès que vous avez 3 noms ou je ne sais pas, appelez votre commercial ST Digital. Appelez votre commercial ST Digital. Pourquoi? Parce que si vous répondez non ou je ne sais pas à 3 questions ou plus, cela signifie que l'organisation qui est la vôtre euh, gagnerait à lancer un audit sans tarder. Il y a quelques jours, je faisais un atelier en présentiel à peu près le même thème et j'ai dit aux participants que j'étais là pour leur faire peur. Mais là, je ne vais pas vous faire peur parce que vous ne me voyez pas. Et peut-être que je vais vous faire un peu paniquer. Pourquoi? Parce que si vous avez 3 noms ou je ne sais pas, vous avez un risque élevé. Donc, il faut à tout prix lancer un audit pour savoir au moins où est-ce que vous vous positionnez. D'accord? Donc, du coup, ST Digital, dans toute sa magnanimité, pour tous ceux qui auront. Vous pouvez écrire à votre commercial, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez écrire à info@stdigital, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. ST Digital, dans toute sa magnanimité, comme je disais, nous proposons en fait un audit flash de souveraineté cloud. C'est un audit court sur 2 jours qui permet de poser un premier diagnostic, d'accord? Inventer une initiale de système de données, bien sûrement que vous avez quelque chose comme ça, la cartographie des risques. Tous ceux qui sont dans le secteur bancaire, les directions risque et conformité et régulation ont une cartographie des risques. Ce que nous apportons en plus, c'est la vue conformité du point de vue technique. Donc, avec l'identification des flux et des dépendances, les estimations de volume, et on regarde ensemble qu'est-ce qui est faisable pour que le régulateur, quel qu'il soit, dans votre secteur d'activité, ne vous pénalise pas ou ne vous sanctionne pas. Donc derrière, nous donnons et nous mettons en place une note une note de synthèse décisionnelle pour vous et à vous de décider ce que vous allez en faire. Donc, sujet très important, qu'est la conformité en rapport avec l'hébergement des données selon les attentes des différents régulateurs. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu 3 noms. Est-ce qu'il y en a? Sinon, vous levez la main. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Euh, Sinon, je pense que voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que l'objectif que je m'étais assigné auprès de vous, bien évidemment, a été atteint. Mais je voulais vous rappeler, avant de prendre quelques questions, s'il y en a, que
Le message principal à retenir, c'est que le cloud n'est pas seulement une question d'hébergement. Le cloud souverain, je précise, n'est pas seulement une question d'hébergement des données en local, c'est la capacité à reprendre le contrôle sur ces données, notamment les plus importantes, à démontrer qu'elles sont bien localisées, bien sécurisées, bien disponibles et dans les différents cadres réglementaires qui sont les vôtres. Dans un contexte où, je peux vous dire, par exemple, au Nigeria, il y a des entreprises qui ont été sanctionnées, en Ouganda, il y a des entreprises qui ont été sanctionnées et à un niveau de sanctions très élevé. Donc, les exigences réglementaires se renforcent dans nos différentes zones. Donc, les organisations que vous êtes, que nous sommes d'ailleurs, parce que nous aussi, nous avons les exigences de nos régulateurs sur nos différents métiers, nous ne pouvons plus nous contenter de déclarer que nous sommes conformes. Nous devons pouvoir prouver que nous sommes conformes. Documents à l'appui, contrats à l'appui, architecture à l'appui, attestation de localisation à l'appui. La bonne nouvelle, c'est que c'est une reprise de contrôle qui peut être structurée. Parce qu'elle ne se fait pas dans l'urgence, surtout pas. Cameroun, par exemple, on a une deadline, mais bon, on va toujours s'accommoder. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait dans l'urgence, ni dans l'improvisation. C'est quelque chose qui se construit avec méthode. On vous a proposé une méthode, nous avons une méthode, cartographie, analyse des risques, architecture cible, test, migration progressive, monitoring, transfert de compétences. Nous avons travaillé sur cette méthode, nous l'avons déjà éprouvée sur plus d'une dizaine de projets auprès de nos clients et nous avons la conviction à ST Digital que la souveraineté numérique doit être pragmatique, opérationnelle, bien sûr, et créatrice de valeur. Parce que si on ne perd pas d'argent, on crée de la valeur. Elle doit permettre aux organisations de réduire les risques. Le match, c'est les risques. Comment je couvre les risques? Quel est le niveau de risque que je prends? Tout en réduisant les risques, de maîtriser les coûts, d'améliorer la performance, sujet très important dans nos organisations, de renforcer la confiance des clients, des partenaires et des régulateurs. Notre recommandation, et qui est la mienne en tant que Chief Delivery Officer ST Digital, c'est de commencer par évaluer, d'identifier où sont vos données. Quels sont les risques que vous encourez? Quelles sont les preuves que vous pouvez produire aujourd'hui, c'est-à-dire demain, lundi? Et éventuellement, quelle est la trajectoire réaliste qui vous permettra de reprendre le contrôle? D'accord? Et c'est pour ça qu'on propose gratuitement cet audit flash de souveraineté cloud sur 2 jours. 2 jours pour poser le diagnostic, qualifier les risques, estimer les efforts et construire un premier plan d'action que vous pouvez prendre. Ça peut être une note conceptuelle que vous pouvez aller défendre au comité de direction pour avoir un budget pour faire quelque chose. D'accord? Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous le souhaitez pour vos questions et surtout pour accompagner les organisations qui ont eu 3 noms ou je ne sais pas. Je vous remercie. Merci. Lauria, je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne vois pas de retour. Merci, monsieur. Juste préoccupation, innovation, peut-être, on ne sait pas, mais et la parole des secondes. Allô? Donc, je vois une question de M. Mensa Zani, pardon. Possible d'avoir la présentation à la fin de la réunion? Oui, je pense que la présentation est partagée.
et sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Ça, c'était dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Ok. D'autres questions? Alors, plus de questions. Plus Il y de a Monsieur questions. Alain qui dit que inaudible. Alain, qu'est-ce qui est inaudible? Vous ne m'avez pas entendu? Ou c'est peut-être moi. Est-ce qu'on m'écoute? Ah, peut-être, oui, peut-être Claudia, oui, il m'a bien entendu. OK, merci. Hein? Ah, j'étais inaudible. Je pense que maintenant, c'est réglé. Est-ce qu'on m'écoute? Un signe de la main. OK, d'accord, super. Alors, si nous n'avons plus de questions, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Merci à Monsieur Joël. Le temps est passé très vite, je dois dire. Merci à vous participants d'avoir été présents dans ce webinaire. Complémentaire. Si vous souhaitez qu'un expert de ST Digital vous rappelle pour approfondir un point que vous n'avez pas compris, ou bien si vous avez des questions, ou bien si vous voulez justement faire un audit de votre entreprise, nous sommes disponibles à l'adresse info@stdigital, st.digital, pardon. Nous vous répondrons dans les 24 heures pour ne pas vite. Donc, excellente fin de journée à tous et à toutes, et à très bientôt pour un autre rendez-vous expertise ST Digital. Je vois une main levée de Monsieur Walid Azouzi. Walid. Ah, il y a une main levée. Monsieur On Walid, avait on déjà reste encore conclu. pour vous. Vous pouvez activer votre micro. On avait malheureusement conclu, mais on peut rester encore 2 minutes pour lui. On a encore 3 minutes avant la fin du webinaire. Monsieur Walid, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Walid, allô? Peut-être c'était une C'est une erreur. Si erreur, une erreur de manipulation. j'en profite pour répondre à Monsieur Mensa qui a posé une question dans la partie question. Mhm. Je ne sais pas si Monsieur Mensa est toujours là, Il est là, où Monsieur il Mensa demande, Azanias. oui, où Monsieur Mensa demande qu'est-ce qui Oui, peut je suis là. provoquer. D'accord. Que Monsieur Mensa a demandé, regarde bien, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui peut provoquer une reprise d'activité? Donnez des exemples. Alors, bon, déjà, euh, une reprise d'activité est déclenchée lorsqu'il y a un incident qui empêche l'organisation, l'entreprise, de fonctionner normalement. Et là, il faut basculer l'informatique ou le système d'information sur un site de secours, une sauvegarde. En gros, il faut faire restaurer une infrastructure alternative. Autrement dit, en fait, des fois même on va jusqu'à la procédure manuelle. On active la reprise d'activité quand l'activité, si je peux me permettre, critique ne peut plus continuer dans les conditions normales. En gros, vous êtes une banque, vous ne pouvez pas ouvrir l'agence, vous êtes en reprise d'activité. Une panne, si le core banking, par exemple, est down, si le data center est down, si le serveur qui fait tourner le core banking, si le réseau ne tourne pas, vous basculez en reprise d'activité. Euh, Ça peut être dû à un arrêt du serveur, c'est une panne de stockage,
là où les données sont stockées, c'est l'indisponibilité du data center, le lien Internet ou alors le réseau, une panne électrique. En gros, vous avez l'opérateur d'énergie qui a coupé le courant sur 2 jours et vous n'avez pas assez de stock de carburant, de groupe électrogène, tout s'arrête. Donc là, si vous avez une banque qui ne peut plus accéder à son système d'information, donc à son core banking, à son Sopra, à sa messagerie, tout de suite, on active ce qu'on appelle le PRA, donc le plan de reprise d'activité, pour basculer éventuellement, si on l'a et qu'on l'a testé, sur une infrastructure alternative secondaire afin de rétablir un minimum de services dans un délai prévu. Très souvent, on a des RTO, dans le temps de reprise. Autre chose, si vous avez une cyberattaque, qui bloque tous vos systèmes, qui compromet les données, qui vous oblige l'entreprise à isoler son système d'information. Là, par exemple, c'est la compromission d'un Active Directory, c'est une attaque d'IDOS, quelqu'un qui a fait sauter les clés de chiffrement de vos données, l'implication, oui, l'intrusion, pardon, sur d'une application critique, d'accord. Donc tout ça là, ça vous coupe complètement et vous basculez en mode PRA. Euh, il y a quoi? Perte de données. Imaginez un DBA qui a supprimé de manière accidentelle euh, une grosse base de données, une mauvaise synchronisation due à un changement sur on appelle ça le clock, euh, l'horloge système, d'accord? Donc, des, des décalages sur la base de données, par exemple, sur les enregistrements, vous voyez, ça tout de suite, vous êtes en mode reprise d'activité. Je peux en donner plusieurs comme ça, hein. Donc, c'est plusieurs incidents. Ça peut être des inondations aussi, hein. Ça peut être un incendie, d'accord? Ça peut être la clim qui tombe en panne et qui fait péter les systèmes. Donc, voilà. Donc, il y en a plein comme ça des, euh, des risques qui entraînent des non-conformités, qui entraînent du PRA. Donc, le déclenchement d'une reprise d'activité dès lors qu'un incident empêche l'organisation de délivrer les services critiques pour lesquels il doit le faire en conditions de CNTP, donc conditions normales de température et de pression. Donc c'est ça, donc c'est des pannes techniques, c'est une cyberattaque, perte de données, une lien qui est down. Donc, voilà. C'est quelques exemples comme ça qui peuvent arriver. Et donc le risque, c'est de gérer tout cela pour que ça n'arrive pas. J'espère avoir apporté une réponse à votre question. Ok, En tout cas, voilà, d'accord. Gloria. D'accord. Donc, il est 17h03. On va clôturer pour la deuxième fois. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter, comme je l'ai dit précédemment, via notre adresse info@st.digital. Donc, excellente fin de journée à tous et à toutes et à très bientôt pour un prochain rendez-vous de ST Digital.